Il y a un moment étrange dans la vie, celui où, après avoir longtemps souffert, quelque chose commence enfin à s'apaiser. Tu dors mieux, ton esprit devient plus calme. Une porte s'ouvre, une relation se répare, et ton premier réflexe est souvent d'en parler. Pourtant, certaines transformations ont besoin de silence avant d'avoir besoin de témoins. Dans le Dharma, ce silence n'est ni de la peur ni de la méfiance. Il protège ce qui est encore fragile en toi. Car annoncer trop vite ton bonheur peut réveiller une chose subtile, le besoin d'être validé dans ce que tu vis. Et c'est là que commence notre réflexion. Si cette idée te parle, écris simplement en commentaire « Je protège ma paix ». Tu peux aussi aimer cette vidéo et t'abonner. Reste jusqu'au bout, car nous verrons pourquoi garder certaines joies pour soi n'est pas se fermer aux autres, mais apprendre à ne plus leur confier la stabilité de son bonheur. Dans les enseignements bouddhistes, la joie n'est pas considérée comme un problème. Ce qui demande de la vigilance, c'est l'attachement qui se forme autour d'elle. Dès qu'une amélioration apparaît, l'esprit veut souvent la saisir, la nommer, la raconter, presque comme s'il devait prouver qu'elle existe. Or, le Dharma invite à observer autrement ce qui arrive, accueillir sans posséder. Une situation favorable reste soumise à l'impermanence, exactement comme une période difficile. Le silence prend alors un sens plus profond. Il ne s'agit pas de cacher ta réussite par peur du regard des autres, encore moins de soupçonner tout le monde de jalousie. Il s'agit de remarquer pourquoi tu ressens parfois l'urgence de raconter ce qui va mieux. Est-ce simplement le désir de partager ou cherches-tu inconsciemment une approbation qui confirmerait ton bonheur ? Cette distinction change tout, car une paix qui dépend encore du regard extérieur demeure vulnérable. Avant d'entrer dans ces protections intérieures, il faut comprendre une chose essentielle. Le silence dont nous parlons ici n'est pas une manière de vivre dans la peur des autres. Il ne s'agit pas de croire que chaque personne autour de toi veut détruire ton bonheur. Ce serait simplement remplacer une souffrance par une autre. Il s'agit plutôt d'apprendre à reconnaître ce qui, dans ta vie, mérite encore de grandir loin du bruit. Une paix nouvelle ressemble parfois à une flamme qui vient juste de s'allumer. Elle existe réellement, mais elle n'est pas encore assez stable pour résister à tous les vents. Et certains de ces vents viennent des autres, tandis que d'autres viennent de ton propre ego. Car lorsque tu racontes ce qui t'arrive, quelque chose change subtilement. Tu ne vis plus seulement ton bonheur. Tu commences aussi à observer la manière dont les autres le regardent. La première protection intérieure que tu dois comprendre consiste à préserver ce qui vient à peine de naître. Quand ta vie commence enfin à s'améliorer, tout n'est pas encore solidement enraciné. Tu retrouves confiance, une opportunité apparaît, ton cœur s'apaise après une période difficile, mais intérieurement, certaines anciennes peurs sont toujours présentes. Si tu racontes immédiatement chaque changement, les réactions extérieures peuvent pénétrer cet espace encore fragile. Une simple phrase comme « ne te réjouis pas trop vite » suffit parfois à réveiller un doute que tu avais commencé à dépasser. Dans le Dharma, protéger une transformation ne signifie donc pas la cacher honteusement. Cela signifie lui laisser le temps de prendre racine. Certaines choses deviennent plus fortes lorsqu'elles grandissent d'abord dans le silence. La deuxième protection intérieure qu'il est important de reconnaître concerne l'identité que l'ego construit autour de ton bonheur. Imagine que tu annonces partout que ta vie a changé, que tu as enfin réussi, que tout commence à fonctionner. Sans t'en rendre compte, tu peux commencer à défendre cette nouvelle image. Tu ne veux plus seulement être heureux, tu veux rester celui que les autres voient désormais comme heureux. Alors, une nouvelle souffrance apparaît. Si une difficulté revient demain, tu risques de la vivre comme une humiliation ou un retour en arrière. Voilà le piège. Le Dharma rappelle que rien de ce que tu traverses ne constitue une identité permanente. Ni tes mauvais jours, ni tes meilleurs. Profite donc de ce qui fleurit sans immédiatement fabriquer un nouveau « moi » autour de cette joie. La troisième protection intérieure que tu devrais maîtriser consiste à distinguer le partage du besoin d'approbation. La frontière est fine.
Tu peux croire que tu racontes simplement une bonne nouvelle, alors qu'au fond tu attends une réaction précise, des félicitations, de l'admiration, une preuve que ta réussite compte. Observe ce qui se passe lorsqu'une personne répond froidement à une nouvelle qui te rendait heureux. Pourquoi ta joie diminue-t-elle soudainement? L'événement, lui, n'a pourtant pas changé. Seul le regard posé dessus a changé. C'est là que l'attachement devient visible. Plus ton bonheur exige d'être reconnu, plus tu remets une partie de ton équilibre entre les mains des autres. Partager reste humain. Mais apprendre à être heureux avant même que quelqu'un applaudisse ce bonheur, c'est déjà retrouver une forme de liberté intérieure. La 4e protection intérieure qui change ton rapport à la joie consiste à laisser certaines expériences exister avant de les raconter. Nous avons tellement pris l'habitude de transformer rapidement ce que nous vivons en récit que nous oublions parfois de le ressentir. Une relation commence à devenir belle, on veut déjà l'annoncer. Un projet avance, on explique immédiatement ce qu'il deviendra. Une période difficile s'éloigne, on veut déclarer que tout est enfin terminé. Pourtant, il existe une autre manière de vivre. Rester quelque temps avec ce qui arrive, sans publication, sans explication, sans chercher les mots qui impressionneront quelqu'un. Ce silence change ta relation à l'expérience. Tu ne regardes plus ton bonheur depuis les yeux des autres. Tu recommences à l'habiter de l'intérieur. La 5e protection intérieure que tu dois garder à l'esprit consiste à ne pas laisser les projections des autres entrer trop tôt dans ce que tu construis. Tu racontes qu'une relation s'améliore, quelqu'un te répond « Fais attention, ça ne dure jamais ». Tu parles d'un nouveau projet. Une autre personne commence immédiatement à énumérer tout ce qui pourrait échouer. Quelques minutes auparavant, tu étais serein. Maintenant, ton esprit analyse, anticipe, doute. Les paroles extérieures deviennent parfois des pensées intérieures. Voilà pourquoi le silence peut protéger. Non parce que les autres possèdent un pouvoir mystérieux sur ta destinée, mais parce que ton esprit peut saisir leurs peurs et commencer à les nourrir. Avant d'ouvrir ton bonheur au monde, laisse-le devenir suffisamment stable pour qu'une opinion extérieure ne puisse plus facilement décider de ce que tu ressens. La 6e protection intérieure qu'il faut relier à l'impermanence consiste à cesser d'utiliser les mots pour sécuriser ce qui te rend heureux. Lorsque quelque chose va enfin bien, une partie de toi voudrait presque graver cet instant dans la pierre. Cette fois, ma vie a changé. Cette fois, tout ira bien. Mais le Dharma rappelle une vérité moins confortable. Ce qui apparaît changera, même les périodes heureuses. Cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans l'inquiétude. Au contraire, lorsque tu acceptes que rien ne puisse être possédé définitivement, tu peux apprécier davantage ce qui est présent. Tu n'as plus besoin d'annoncer ton bonheur comme une victoire définitive. Tu le vis aujourd'hui. Tu le respectes aujourd'hui. Et si tu ressens cette différence, écris simplement « Je laisse ma paix grandir en silence ». La 7e protection intérieure, qui demande une vraie maturité, consiste à comprendre que le silence ne signifie pas tout cacher à tout le monde. C'est ici qu'une nuance devient importante. Le problème n'est pas de partager ton bonheur, mais de le déposer entre n'importe quelles mains. Certaines personnes savent écouter sans comparer, conseiller sans imposer leur peur, se réjouir sans ramener ton histoire à la leur. D'autres, même sans mauvaise intention, troublent ce qui était paisible en toi. La sagesse consiste donc à discerner. Avant de parler, observe simplement. Cette personne saura-t-elle accueillir ce que je lui confie sans que j'aie ensuite besoin de défendre, expliquer ou justifier mon bonheur? Plus ton esprit devient conscient, moins tu racontes automatiquement. Tu choisis ce qui mérite d'être partagé, quand et surtout avec qui. La 8e protection intérieure, qui révèle le sens profond de toutes les autres, consiste à devenir le témoin de ton propre bonheur. C'est probablement là que le silence prend sa forme la plus profonde. Un jour, quelque chose de beau arrive
et tu ne ressens plus immédiatement l'urgence de prendre ton téléphone, d'envoyer un message ou de chercher quelqu'un à qui l'annoncer. Tu restes simplement là. Tu souris, tu ressens ce qui se passe, et cela suffit. Non parce que tu n'aimes plus les autres, mais parce que ton expérience n'a plus besoin d'un témoin extérieur pour devenir réelle. Voilà une liberté discrète, lorsque ta paix peut exister sans applaudissements, sans comparaison et sans validation. Les autres peuvent encore partager ton bonheur, mais ils n'en deviennent plus les gardiens. Tu commences enfin à vivre certaines joies avant de chercher à les montrer. Pour aller plus loin, il faut maintenant quitter une idée assez simple. Ne raconte pas ton bonheur, car prise au pied de la lettre, cette phrase peut devenir une nouvelle prison. Le Dharma ne t'apprend pas à vivre dans le secret, encore moins à soupçonner les autres. La vraie question est plus subtile. Qu'est-ce qui se produit en toi lorsque ton bonheur devient connu ? À partir de maintenant, nous allons observer ces mouvements invisibles dans des situations très ordinaires. Une bonne nouvelle, un projet qui avance, une relation qui s'apaise, une guérison intérieure. Et surtout, ce que ton esprit en fait dès qu'un autre regard entre dans l'histoire. Le premier mécanisme silencieux que tu dois apprendre à repérer apparaît lorsque ton bonheur commence à devenir une performance. Au départ, tu allais simplement mieux, puis tu l'as annoncé. Tes proches savent que ta relation s'est réparée, que ton projet fonctionne ou que tu as retrouvé ta paix. Et lorsqu'un mauvais jour arrive, une pression étrange apparaît. Tu hésites à montrer que quelque chose ne va pas. Pourquoi ? Parce que tu as désormais une image à maintenir. Tu avais partagé une joie, mais l'ego en a fait un personnage. Or, la vie continue de bouger. Il y aura des hauts et des bas. Si tu dois constamment prouver que tout va toujours bien, ton bonheur cesse progressivement d'être vécu. Il devient quelque chose que tu dois défendre. Le deuxième mécanisme silencieux qu'il est essentiel de comprendre concerne les problèmes qui apparaissent seulement après l'intervention des autres. Tu étais heureux dans une relation, puis quelqu'un te demande « Tu es sûr qu'elle est vraiment sincère ?» Ton projet avançait tranquillement. Puis une personne t'explique toutes les raisons pour lesquelles il pourrait échouer. Rien n'a changé dans la réalité. Pourtant, ton esprit n'est déjà plus au même endroit. Il vérifie, il soupçonne, il cherche des signes. C'est troublant, car certaines inquiétudes que nous appelons intuitions sont simplement des idées déposées en nous par quelqu'un d'autre. La vigilance bouddhiste consiste aussi à reconnaître cela. Toutes les pensées qui traversent ton esprit ne méritent pas d'être crues. Le troisième mécanisme silencieux auquel ton esprit doit devenir attentif commence avec la comparaison qui naît après l'annonce. Tu racontes que ton activité fonctionne mieux, que tu avances financièrement ou que ta vie retrouve un équilibre. Puis, quelqu'un répond en parlant de sa propre réussite. Sans l'avoir voulu, ton esprit commence à mesurer. Ce qui te rendait heureux quelques minutes auparavant semble soudain moins impressionnant. Voilà comment une joie simple peut devenir une compétition intérieure. Ah, le Dharma nous ramène ici à une observation essentielle. La souffrance apparaît souvent lorsque nous cessons de vivre directement l'expérience pour commencer à l'évaluer. Ton progrès n'a pas diminué parce qu'un autre avance davantage. Mais dès que la comparaison entre dans ton bonheur, tu risques de ne plus regarder ce qui grandit chez toi. Tu regardes ce qui grandit ailleurs. Le quatrième mécanisme silencieux qu'il est important d'observer concerne l'envie de raconter une expérience avant même de l'avoir pleinement vécue. Regarde ce réflexe dans les moments heureux. Une bonne nouvelle arrive et, presque immédiatement, ton esprit pense « À qui vais-je l'annoncer ?» Tu obtiens quelque chose que tu désirais depuis longtemps, mais une partie de ton attention est déjà occupée par la réaction future des autres. C'est subtil. Tu es physiquement dans l'instant, mais mentalement déjà devant ton prochain auditoire. La pleine conscience propose exactement le mouvement inverse. Revenir à ce qui est là, avant d'en fabriquer une histoire. Ressens d'abord, observe. Laisse cette joie traverser ton corps et ton esprit.
Certaines expériences perdent une partie de leur intimité lorsque nous voulons trop rapidement les transformer en quelque chose à montrer. Le cinquième mécanisme silencieux que tu devrais reconnaître apparaît lorsque tu commences à justifier ce qui était pourtant clair en toi. Avant d'en parler, tu étais tranquille avec ta décision. Puis quelqu'un demande « Pourquoi maintenant ? Tu crois vraiment que c'est une bonne idée ? » Ou « Et si tu te trompais ?» Soudain, tu cherches des arguments. D'aider, tu expliques davantage. Tu veux convaincre. Et sans t'en rendre compte, tu quittes ta paix pour entrer dans un débat que personne ne t'obligeait à mener. C'est souvent ainsi que l'ego revient discrètement. Il veut avoir raison aux yeux des autres. Certaines décisions n'ont pourtant pas besoin d'être défendues. Si elles ont été prises avec lucidité, tu peux écouter les avis utiles sans transformer chaque objection en menace contre ton chemin. Tout ce qui est précieux n'a pas besoin d'être expliqué. Le sixième mécanisme silencieux qui révèle ton degré d'attachement se manifeste lorsque tu commences à surveiller les réactions. Tu annonces une bonne nouvelle, puis tu regardes qui répond, qui te félicite, qui reste silencieux, qui semble moins enthousiaste que prévu. Et une question surgit. Pourquoi le silence d'une personne peut-il soudain diminuer une joie qui existait parfaitement quelques instants auparavant? Voilà un endroit très concret où observer l'attachement. Ton esprit ne cherche plus seulement à partager, il réclame maintenant un retour. Essaie donc d'observer ce mouvement sans te juger. Après une bonne nouvelle, peux-tu laisser les autres réagir comme ils veulent sans mesurer ton bonheur à leur enthousiasme? Et toi, lorsque quelqu'un ne réagit pas comme tu l'espérais, est-ce que ta paix reste la même? Le septième mécanisme silencieux qu'il faut apprendre à désamorcer concerne ce que tu annonces alors que cela n'a pas encore eu le temps d'exister pleinement. Une relation vient de commencer, un projet montre ses premiers résultats, une nouvelle possibilité s'ouvre et déjà, plusieurs personnes connaissent la suite que tu espères. Le problème apparaît lorsque la réalité change. Tu ne gères plus seulement ce changement. Tu dois aussi répondre aux questions. Alors, ça avance? Vous êtes toujours ensemble? Ton projet fonctionne toujours? Une possibilité intime est devenue une attente collective. Dans le Dharma, rester proche du présent évite justement cette souffrance supplémentaire. Tout ce qui commence n'a pas besoin d'être immédiatement nommé, annoncé ou projeté dans l'avenir. Laisse certaines choses devenir réelles avant de leur donner un public. Le huitième mécanisme silencieux qui complète toute cette compréhension consiste à reconnaître le moment où le silence a terminé son travail. Car se taire par principe peut devenir un nouvel attachement. Si tu refuses désormais de raconter quoi que ce soit par peur de la jalousie, des critiques ou des mauvaises réactions, tu n'es pas libre. Tu es encore gouverné par les autres, simplement dans le sens inverse. La maturité apparaît lorsque tu peux partager une bonne nouvelle sans réclamer d'approbation et garder une autre pour toi sans ressentir de frustration. Tu ne parles plus pour prouver, tu ne te tais plus pour te protéger de tout. Tu discernes. Voilà le détachement. Pouvoir choisir sans que ton équilibre dépende du choix. Le silence n'est donc pas la destination. Il t'apprend à devenir assez stable pour que ta paix reste intérieure, même lorsque le monde finit par la voir. Pour que tout ce que nous venons de comprendre ne reste pas une belle idée, il faut maintenant le faire descendre dans ta manière de vivre. Car tu peux comprendre intellectuellement qu'une joie mérite parfois le silence, puis reprendre ton téléphone dès qu'une bonne nouvelle arrive. Le véritable travail commence précisément dans cet intervalle, entre ce que tu ressens et l'envie immédiate de le raconter. C'est là que tu peux apprendre à habiter ton bonheur autrement, sans devenir secret, froid ou méfiant. Non pas en te coupant des autres, mais en découvrant intérieurement ce qui mérite d'être partagé et ce qui a encore besoin de rester près de toi. La première discipline de préservation intérieure que tu devrais expérimenter est le délai conscient avant de partager. La prochaine fois qu'une bonne nouvelle arrive, ne lutte pas contre ton enthousiasme. Fais simplement quelque chose de différent. Attends. Quelques heures, une journée, parfois davantage selon ce que tu vis. Pendant ce temps, observe ce qui se passe en toi.
L'envie de prendre ton téléphone reviendra. Ton esprit imaginera déjà la réaction d'une personne précise. Tu ressentiras même parfois une petite frustration à garder cette joie pour toi. C'est justement là que l'exercice devient intéressant. Respire et demande-toi, si personne ne connaissait cette nouvelle, est-ce qu'elle aurait toujours autant de valeur pour moi? Au début, ce silence peut sembler inhabituel. Ton ego cherchera une sortie, une validation, un témoin. Ne le combats pas. Regarde-le simplement agir. Peu à peu, tu découvriras qu'une joie peut grandir sans être immédiatement exposée. Tu apprends ainsi à laisser l'expérience devenir solide en toi avant qu'elle devienne une histoire racontée aux autres. La deuxième discipline de préservation intérieure qui t'apprend à habiter ta joie consiste à savourer sans témoin. Lorsqu'une situation s'améliore, accorde-toi quelques minutes où personne d'autre n'a besoin d'exister dans cet instant. Assieds-toi calmement, respire, ressens ce qui a changé. Si tu viens de recevoir une bonne nouvelle, ne cherche pas immédiatement à l'expliquer. Si ton cœur retrouve enfin de la paix après des semaines difficiles, reste avec cette paix. Au début, ton esprit voudra transformer l'expérience en message, en publication ou en conversation. Reviens simplement aux sensations présentes. Comment ton corps ressent-il ce soulagement? Force, ce soulagement. Et que devient ton esprit lorsqu'il n'a rien à montrer? Cette pratique ressemble à la pleine conscience. Tu cesses momentanément de commenter ta vie pour commencer à la vivre. Et progressivement, quelque chose change. Ton bonheur n'a plus besoin d'être observé pour devenir réel. Il retrouve une intimité que le besoin constant de partager lui avait parfois retirée. La troisième discipline de préservation intérieure, qui révèle tes véritables motivations, consiste à observer l'envie de raconter avant de lui obéir. Une bonne chose arrive, et presque aussitôt, un nom apparaît dans ton esprit. Je dois lui dire, ne te juge pas, arrête-toi simplement quelques instants. Respire lentement et regarde ce désir comme tu regarderais une pensée pendant la méditation. Qu'attends-tu réellement derrière ce partage? Une présence sincère? Des félicitations? L'envie d'impressionner? Le besoin de prouver que ta vie avance enfin? Certaines réponses seront inconfortables. Et c'est précisément ce qui rend cet exercice utile. L'ego aime se cacher derrière des intentions parfaitement raisonnables. Tu peux dire « je voulais seulement partager », alors qu'une partie de toi attend secrètement d'être reconnue. Il ne s'agit pas d'arrêter de parler, il s'agit de savoir qui parle en toi avant d'ouvrir la bouche. Avec le temps, cette lucidité rend ton partage plus simple, plus libre et moins dépendant. La quatrième discipline de préservation intérieure qu'il est important de maîtriser est la contemplation de l'impermanence lorsque tout va bien. Nous pensons souvent à l'impermanence lorsque nous souffrons. Cette douleur finira par passer. Mais le Dharma va plus loin. Il nous invite aussi à reconnaître l'impermanence au milieu du bonheur. Quand une période heureuse arrive, assieds-toi parfois quelques minutes et reconnais doucement. Ceci aussi change. Au début, cette pensée peut sembler triste, presque comme si elle gâchait l'instant. Pourtant, ne cherche pas à devenir pessimiste. Regarde plutôt ce qu'elle libère. Puisque cet instant ne t'appartient pas pour toujours, tu n'as plus besoin de le retenir avec anxiété, tu peux simplement le recevoir. L'obstacle viendra de ton attachement. Ton esprit voudra garantir demain. Reviens alors à aujourd'hui. Le détachement ne retire rien au bonheur. Il retire seulement cette peur silencieuse qui apparaît lorsque tu exiges que le bonheur reste exactement comme il est. La cinquième discipline de préservation intérieure qui protège ton espace mental consiste à choisir consciemment tes confidents. Tout le monde n'a pas besoin de connaître ce qui est en train de fleurir dans ta vie. Avant de partager une relation qui s'améliore, un projet qui avance ou une transformation personnelle, pense à la personne qui recevra cette confidence. Sait-elle écouter sans immédiatement comparer?
Peut-elle se réjouir sans ajouter ses propres peurs? L'erreur serait de devenir méfiant envers tout le monde. Ce n'est pas le but. Le discernement n'est pas la suspicion. Il consiste simplement à reconnaître que certaines personnes offrent un espace paisible, tandis que d'autres déclenchent facilement en toi le doute ou le besoin de te justifier. Au début, tu ressentiras parfois la culpabilité de ne pas tout raconter. Accepte cet inconfort. Tu n'es pas obligé d'offrir un accès complet à ta vie pour prouver ton affection. Certaines choses peuvent rester intimes jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment enracinées. La 6e discipline de préservation intérieure qui libère du regard extérieur consiste à cultiver une joie que personne ne connaîtra. Choisis volontairement quelque chose qui te fait du bien et décide de ne pas le montrer. Une promenade paisible, une petite victoire personnelle, une méditation tenue plusieurs jours, un geste généreux dont personne n'entendra parler. Puis, observe ton esprit. Il cherchera parfois une manière de rendre cette expérience visible. Tu ressentiras l'envie d'en parler, surtout si tu en es fier. C'est là que commence l'exercice. Garde cette joie près de toi, non comme un secret lourd, mais comme un espace qui n'appartient qu'à ta conscience. Peu à peu, tu découvriras une satisfaction différente, celle qui ne vient d'aucune réaction extérieure. Ton ego résistera parfois, car il aime être vu dans ce qu'il accomplit. Mais lorsque tu peux apprécier quelque chose sans témoin, tu retrouves une liberté simple. Vivre n'a plus constamment besoin de devenir une preuve. La 7e discipline de préservation intérieure qui rassemble toutes les autres consiste à apprendre le partage détaché, car le but n'est pas de devenir quelqu'un qui ne raconte plus rien. Un jour, tu auras envie de partager une bonne nouvelle avec une personne que tu aimes, et ce sera parfaitement naturel. L'exercice commence juste après. Une fois les mots prononcés, laisse-les partir. Ne surveille pas son visage pour vérifier si elle est suffisamment heureuse pour toi. Ne relis pas son message pour mesurer son enthousiasme. Ne transforme pas une réponse courte en signe de jalousie ou de désintérêt. Au début, ton esprit cherchera encore des indices, il voudra interpréter. Reviens alors à cette question simple. Ce que je vivais avait-il moins de valeur avant cette réaction? Non. Tu apprends ainsi à partager, sans abandonner ta paix dans les mains de celui qui écoute. Et c'est là que le silence révèle finalement son véritable enseignement. Il ne t'apprend pas seulement à moins parler, il t'apprend à ne plus dépendre de ce que tes paroles provoquent chez les autres. Au début, nous sommes partis d'une phrase qui pouvait sembler dure. Quand ta vie commence à aller mieux, n'en parle à personne. Maintenant, son sens est différent. Il ne s'agit pas de cacher ton bonheur comme si le monde entier représentait une menace. Il ne s'agit pas non plus de croire que la jalousie des autres possède un pouvoir mystérieux, capable de détruire ce qui t'arrive. La question était ailleurs depuis le début. Ta joie peut-elle rester stable lorsqu'elle quitte ton monde intérieur et rencontre le regard des autres? Car quelque chose de très subtil se produit lorsque tu racontes ce qui fleurit dans ta vie. Une expérience que tu vivais simplement commence à recevoir des commentaires, des conseils, des comparaisons, des questions. Et parfois, sans même t'en apercevoir, tu quittes ce que tu ressentais pour commencer à regarder ton propre bonheur à travers les yeux de ceux qui le connaissent. Voilà pourquoi certaines choses méritent d'abord le silence. Pas éternellement, juste assez longtemps pour prendre racine. Tu peux laisser une relation devenir solide avant de raconter tout ce que tu espères construire avec cette personne. Tu peux laisser un projet avancer avant d'expliquer jusqu'où tu comptes aller. Tu peux retrouver ta paix sans immédiatement t'annoncer que tu es guéri. Tu peux même vivre une magnifique journée sans ressentir l'obligation d'en laisser une trace quelque part. Et lorsque tu commenceras à faire cela, une chose risque de te surprendre. Certaines joies deviennent plus profondes lorsqu'elles cessent d'être des preuves. Elle, d'elle, mi, un, cal. Tu n'as plus besoin de montrer que tu avances. Tu avances.
Tu n'as plus besoin de convaincre que tu vas mieux. Tu le ressens. Tu n'as plus besoin que quelqu'un confirme que ce que tu vis est précieux. C'est ici que le détachement prend tout son sens. Non pas abandonner les autres, mais arrêter de leur donner inconsciemment le pouvoir de déterminer la valeur de ton expérience. Alors partage lorsque ton cœur est tranquille. Tais-toi lorsque quelque chose demande encore à grandir. Et surtout, ne transforme aucune de ces attitudes en règles rigides. La sagesse reste dans le discernement. Si cette réflexion peut aider quelqu'un qui commence justement à reconstruire sa vie, partage-lui cette vidéo. Et si tu veux continuer à explorer le Dharma avec nous, tu peux t'abonner. Mais lorsque quelque chose de beau arrivera demain, essaie simplement ceci. Avant de chercher quelqu'un à qui le raconter, reste quelques instants avec ce bonheur. Car certaines joies n'ont pas besoin d'être entendues par le monde pour devenir profondément réelles en toi.